Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Les cours du dimanche. Aujourd'hui, nous allons faire un truc assez spécial parce que vu que c'est mon tout premier cours du dimanche, je vais faire plutôt deux cours du dimanche en un seul épisode, mais les deux cours seront un peu liés les uns les autres. Et c'est un cours qui sera assez événementiel étant donné que on en parle pour ceux qui savent les semaines dernières il y a eu des LAN françaises qui sont passées et il y a eu des problèmes dans ces LAN et je voulais vous expliquer pourquoi il y a eu ce problème et pourquoi il est difficile de régler ce problème. Je vois souvent des personnes sur les réseaux sociaux qui vont insulter, dénigrer et embêter les organisateurs de ces événements mais malheureusement ces organisateurs qui sont d'ailleurs bénévoles pour la plupart d'entre eux se font cracher dessus alors qu'ils ne méritent pas toute cette haine. Et même, en fait, ils auront beau expliquer pourquoi ils ne peuvent pas régler ça. Beaucoup de gens ne comprendraient pas et c'est vraiment très difficile. Donc je vais vous expliquer tout ça un peu en détail. Mais pour le premier cours, déjà, on va prendre un peu dans les bases du détail et je vais vous apprendre d'abord, en premier lieu, qu'est-ce qu'un réseau informatique. Le réseau informatique, c'est la base des LAN, la base de Internet, la base de tout le monde informatique qui se tourne tout autour de nous. Que ce soit par la connexion Wi-Fi, la connexion Ethernet, par la connexion fibre optique, tout, tout se centre dans un monde qu'on appelle le réseau informatique. Donc le réseau informatique, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, comme vous pouvez voir, c'est la connexion de toutes les machines, de tous les supports, de tous les outils que vous pouvez utiliser qui vont se connecter en réseau avec les autres outils par un lien commun, que ce soit par Internet ou par câble ou par réseau. Le réseau informatique, c'est vraiment la connexion de tous ces outils. Pour cela, il y a plusieurs avoirs qui sont utilisés. On a les câbles RJ45 qui sont qu'on appelle communément des câbles Ethernet. Vous avez également la possibilité d'utiliser des routeurs, des hubs, des switches, et aussi un élément qui peut être très important dans une machine, c'est la carte réseau. Dans les réseaux, il existe plusieurs types de réseaux différents. Vous avez les réseaux locaux qui sont principalement utilisés pour les LAN, les réseaux Wi-Fi que utilisez pour vos portables ou vos consoles portables, et le réseau Ethernet que beaucoup utilisent, qui est très très souvent utilisé parce que c'est ce qui donne la meilleure connexion Internet aujourd'hui pour l'instant. Mais il s'avère que ça peut changer. Mais pour l'instant, aujourd'hui, le réseau Ethernet reste quand même l'une des connexions les plus intéressantes et les plus utiles jusqu'à ce jour. Donc d'abord, on va commencer par le câble RJ45. Donc comme vous le voyez, vous avez sûrement vu ça très très souvent proche de vos machines. Si vous avez une PS4, si vous avez une Xbox, si vous avez un PC, vous connaissez sûrement le câble Ethernet. Le câble Ethernet, c'est un câble physique, un câble qui lie euh, une machine à une autre et qui va transmettre des données. Comment il transmet les données? C'est par le code binaire. En fait, dans le câble, vous avez un long fil électrique et à l'intérieur, vous avez des sortes de pigments d'électricité qui vont dire que, par exemple, si ce qui vont de 5 volts à 0 volts, si vous avez un pigment de 5 volts, c'est-à-dire que vous donnez une information binaire égale à 1, et si vous avez 0 volts, vous avez une information binaire qui est égale à 0. C'est la transmission de données par l'électricité, entre guillemets. Et dans ces cas, vous avez plusieurs capacités de données. Vous avez le 10 mégabits par seconde qui est généralement le plus faible, mais qui est quand même pas mal. Vous avez jusqu'à 100 mégabits seconde, 100 1 gigabit seconde, 10 gigabits seconde, et on n'a pas encore terminé parce que les câbles commencent à venir de plus en plus fort, plus grande capacité, notamment avec les dérivés de la fibre optique. Et on en est encore loin de savoir quelle est la plus forte connexion, la plus haute connexion Internet qui pourrait exister dans l'avenir futur. Mais pour l'instant, on est dans les câbles de 1 giga, 10 giga, c'est plutôt suffisant. Comment vous pouvez brancher un câble RJ45? Comme je vous l'ai dit, c'est avec une machine, plusieurs machines, que ce soit le PC, la PS4, la Xbox,
Vous branchez à des routeurs, pouvez brancher des machines entre elles pour qu'elles fassent une connexion entre elles. Vous pouvez également faire des connexions avec beaucoup d'outils différents tant que ça part dans l'informatique. Vous pouvez faire plusieurs branchements pour faire une connexion entre chacune des machines. Comme vous pouvez le voir, donc principalement vous avez la partie machine qui se connecte entre elles. Également, vous avez la possibilité de connecter Internet à recevoir Internet par une prise téléphonique qui, la prise téléphonique, se connecte au routeur et ce routeur se connecte par RJ45, toujours par câble Ethernet, à votre PC ou à votre machine. Vraiment, le câble RJ45, ce sera la chose qui sera la plus, entre guillemets, importante dans le monde du réseau, étant donné que c'est vraiment de là que tout se lie, tout se connecte et tout se fait. Mais bah, justement, je vous parlais de la connexion avec Internet. Pour cela, vous avez besoin d'un routeur. Un routeur, qu'est-ce que c'est? Un routeur, c'est un petit boîtier que vos fournisseurs d'accès Internet vont vous donner pour pouvoir avoir accès à Internet. En gros, un routeur, c'est le boîtier qui va demander à un fournisseur d'accès, la personne qui me possède a besoin d'une connexion Internet, donc il va falloir le fournir. Principalement, le routeur, c'est purement ça. C'est fournir une connexion au réseau Internet. Il peut se faire par prise téléphonique ou par fibre optique. Aujourd'hui, la fibre optique est normalement mieux utilisée parce que c'est vraiment ça qui donne la plus grosse bande passante, mais elle n'est pas encore installée dans tous les foyers. Donc pour l'instant, ça reste encore la prise téléphonique, la DSL, pour l'instant. Bon, en France, on a quand même un certain euh, ralentissement dans les montées technologiques. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on a quand même on est quand même une assez bonne puissance mondiale. C'est dommage qu'on ait quand même un faible niveau de développement technologique. Mais ça, c'est encore une autre question. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, les routeurs utilisent la prise téléphonique ou la fibre optique pour pouvoir recevoir la connexion Internet. Comme toujours, bah, on vous reparle encore de ça, mais le câble RJ45, c'est vraiment le câble le plus important pour pouvoir faire la connexion entre vos machines et votre routeur ou autre chose. Et également, bon, bah, comme je disais, un fournisseur d'accès Internet qu'on appelle communément un FAI pour être plus court. FAI, ce sera toujours fournisseur d'accès Internet dans le monde informatique. Ce sera toujours ça. Comment ça marche? Alors, le routeur va faire, donc comme je vous disais, le routeur va faire une demande à votre FAI pour avoir une connexion Internet. Donc, le routeur va envoyer un message au FAI, donc que ce soit Orange, SFR, Free, etc. Tous les fournisseurs qui peuvent vous donner de l'Internet. Il va vous dire, bah, en fait, je suis chez le client et mon client a besoin d'Internet. Il vous a payé un abonnement et il vous demande donc de pouvoir utiliser ce service. Le FAI généralement répond positivement et dit ok bah voilà je t'alloue une certaine quantité de données selon l'abonnement que ton client a- a souscrit comme contrat. Je vais te donner une certaine connexion internet que tu pourras répartir comme tu veux. Ok très bien. Généralement ça va du 10 mégabits, 10 mégabits, 100 mégabits. Fibre optique ça va jusqu'à 100 mégabits à 10 gigas à peu près. Donc, selon ce que vous avez demandé à votre FAI, donc selon votre abonnement, il va vous donner une certaine quantité de données. Donc, imaginez, vous avez souscrit un forfait de 10 gigabits. Ces 10 gigabits vont être contenus dans ce boîtier et il va devoir les distribuer entre guillemets équitablement avec toutes les machines qui sont connectées à ce service internet. C'est-à-dire, imaginez, vous avez trois machines qui sont disposées ici. Il va devoir les distribuer ces 10 gigabits équitablement. Donc 333, 333, 333. À savoir que, étant donné que cette partie-là, c'est la partie Wi-Fi, et elle est un peu plus volatile, on a moins de sécurité par rapport à ça. On va lui donner moins de quantité que comparé au câble Ethernet, dont le câble Ethernet, on est sûr que le mec est fiable dans sa recherche de connexion. Donc, ce sera plutôt réparti dans la partie 4 Go, 4 Go, 2 Go. Mais ça reste un peu du détail et ça reste vraiment très, 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 très loin dans le détail. Sachant qu'en plus, si vous avez une possibilité de configurer votre boîtier, vous pouvez faire en sorte que la machine principale, donc c'est-à-dire cette machine qui a ce nom
peut potentiellement avoir 8 gigas et répartir le reste avec les autres, ce qui fait en sorte que ce sera plus du tout équitable pour le coup. Bah, vous donnez 8 gigas à la machine principale, puis 1 giga celui-là, moi-même 1 giga 5 et, 0,5 giga pour celui-là. Ça, c'est la répartition, c'est vraiment si vous connaissez l'administration réseau, tout ce qui est tout ce qui est admin réseau, vraiment c'est vraiment plus dans ces métiers-là. Donc pour ce cours, vous n'avez pas forcément besoin de savoir ça, mais sachez que le routeur possède toute la connexion Internet que lui offre le FAI qui est disponible dans votre abonnement et il est réparti dans chacune des machines qui sont données. Ce petit diapo, quand même, pour vous expliquer un peu que plus vous avez de machines qui sont connectées à ce routeur, moins votre machine aura de connexion Internet. Donc faites attention à ne pas avoir trop de machines, ou alors si vous avez beaucoup de machines, prenez un meilleur abonnement, tout simplement. Ça va un peu en liaison avec justement les LAN françaises où il y a, pour certaines, pas toutes, vraiment pas toutes, pour certaines, ils prévoient trop peu de connexions comparé au nombre de personnes qui se connectent à Internet. C'est une potentielle raison que certaines LAN françaises ont parfois du mal. Donc faites attention, prenez une bonne connexion Internet, prenez un bon service, même si malheureusement, oui, plus vous prenez de connexion Internet, plus c'est cher, mais ça dépendra vraiment de votre LAN si vous êtes intéressé pour en faire une très très bonne. Donc ça c'est le routeur. Maintenant, malheureusement, ce genre de connexion, ça ne marche que une, deux, voire trois machines si vous avez un Wi-Fi, sachant que votre routeur n'a pas énormément de prises RJ45, il n'a pas beaucoup de ports Ethernet qui lui permettraient de mettre plusieurs machines. Vous connaissez les LAN, dans les LAN il y a 20, 30, 40 machines, on ne peut pas les brancher toutes à un seul routeur. Alors comment on fait? Alors au tout début, il y a très très longtemps, il y a je dirais bien 10-15 années, ça a l'air très très peu comme ça, mais pour l'informatique, le monde de l'informatique, 10-15 années c'est vraiment beaucoup. On utilisait les hubs. Et les hubs qu'on appelle communément des concentrateurs. Euh, ce hub, son métier, son travail, le principal, c'était de recevoir une information, puis d'envoyer cette information à toutes les machines auxquelles elles sont connectées. Vous ne pouvez pas le voir de ce côté-là, mais ici vous pouvez avoir une connexion qui va recevoir des informations. Donc il y a une petite prise, un port qui est exactement pareil que ça, mais qui va juste recevoir des informations. Et ici c'est des ports extérieurs qui vont envoyer toute l'information qui va recevoir à toutes les machines. Pourquoi est-ce que ça marchait bien mais ça ne marche plus? C'est parce que justement c'est cette question de envoyer l'information à tout le monde qui posait problème. Dans le monde informatique et principalement dans le réseau, mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir autant d'informations. On n'a pas besoin de savoir pourquoi si la machine à côté reçoit un site internet, moi j'ai pas besoin de le recevoir. Et inversement, si moi je veux aller sur une page internet, j'ai pas besoin que mon collègue à côté le reçoive. Et c'est ça qui posait problème chez les hubs, c'est que bah, en fait, toutes les autres machines, imaginez une seule machine veut recevoir veut aller sur plusieurs pages internet, bah, toutes les autres machines vont également recevoir la page internet, mais ça ne les intéresse pas, ça n'est pas utile pour eux. Et donc le hub avait quand même ce problème de, bah, en fait, on envoie trop d'informations pour le nombre de personnes qui devraient normalement recevoir cette information. Si vraiment vous ne comprenez pas, j'ai un petit exemple pour vous. Imaginez les, euh, les annonces publicitaires que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Euh, Généralement, ces publicités sont envoyées à une personne, une personne humaine, qui va recevoir un nombre de fascicules énorme de publicités. On va dire que cette personne, c'est le hub, et votre boîte aux lettres, c'est votre machine. Eh bien, le métier de ce prospect, on appelle ça un prospect à la base, c'est de recevoir tous les prospectus et de les donner à toutes les boîtes aux lettres, sans réfléchir quoi que ce soit, sans savoir à qui il donne. Il va juste donner à tout le monde sans même de savoir s'il veut pas, etc. Donc, il va donner à ce premier boîte aux lettres son fascicule, un deuxième fascicule, troisième fascicule, 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 fascicule. Il donne son fascicule à tout le monde sans demander s'il veut pas, si ça l'intéresse, si c'est lié à cette personne ou quoi ou pas du tout. Par exemple, un mec qui, euh, qui est allergique au lait, bah, il pourrait recevoir des fascicules
de produits laitiers, etc. Mais bah, pour lui, il va dire, bah, moi, ça me sert à rien, étant donné que je suis allergique au lactose. Pourquoi est-ce que vous me donnez ça? Mais le prospect, lui, il s'en fout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est envoyer tous ses prospects sans même réfléchir à quoi ça sert. Donc le hub, c'était vraiment ça, son métier. C'était vraiment de donner toutes les informations sans réfléchir à quoi que ce soit. Et c'est pour ça que, au final, maintenant, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les hubs ne sont plus des, des machines pour les réseaux informatiques. Ils ne servent plus pour faire la connexion Internet, mais maintenant sont plus utilisés pour les ports USB, principalement pour envoyer de l'énergie à tous les ports USB. Comme vous pouvez le voir, ça c'est des ports USB, c'est pas des ports RJ45. C'est principalement dans l'idée de pouvoir faire une connexion, de recharger plusieurs portables en même temps. Là pour le coup, l'information électrique, elle peut être utile. C'est une information simple, c'est une information unique et elle est utile pour chacune des machines. Recharger un portable, recharger une machine, recharger tout, n'importe quoi. Ça passe par l'électricité. Et pour le hub, bah, pour le coup, lui, vu que son travail c'est d'envoyer toutes les informations à tout le monde, bah, pour le coup, c'est plus logique de lui de faire ça. Donc ça c'est pour le hub. Mais après le hub, il a eu une machine qui était beaucoup plus intéressante, beaucoup plus intelligente, on va dire, et qui est beaucoup plus utile que ce soit pour les LAN, pour les connexions Internet, que pour même en entreprise. Cette machine est beaucoup plus intéressante et elle s'appelle le switch. Le switch, ou plus communément appelé un commutateur. Le commutateur, le switch, lui, il fait la même chose que l'hub. Il va recevoir l'information, mais la grosse différence, c'est qu'il va chercher le destinataire et lorsqu'il aura trouvé le destinataire, là, il va envoyer l'information. Ce qui va être utile parce que pour le coup, lorsqu'il va recevoir une information et qu'il va dire, bon bah voilà, en fait, Jean-Jacques a cherché, on va dire, un mec qui s'appelle Jean-Jacques, il a cherché une page et il se trouve sur le premier port. Là c'est pour le coup, c'est vraiment des ports RJ45. Le port RJ45, ça ressemble à ça. Jean-Jacques a recherché une page internet et il veut recevoir l'information. Dans ce cas, ce que va faire le switch, c'est qu'il va dire, ah ok, à qui, à partir de cette information, qui a voulu recevoir cette information? C'est Jean-Jacques? Ah d'accord. Alors on va voir. Est-ce que c'est toi Jean-Jacques? Non, 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 non. Ah tiens, c'est toi Jean-Jacques. Bah tiens, j'ai un message pour toi. Et voilà la réponse qui t'a été donnée. On sait pas ce qu'il y a dedans comme information, mais en tout cas, on sait que c'est pour toi l'information. Et donc, voilà ton information. On va, on va reprendre un autre exemple. C'est le postier le postier tout simplement. Un postier, il fait exactement le même métier qu'un switch, c'est qu'il va recevoir un stock de courrier et chaque courrier a une adresse, un nom, un prénom, toutes les informations nécessaires pour pouvoir savoir à qui devrait normalement recevoir cette information. Donc, le postier va regarder le courrier, sur le petit encadré, il va dire alors, ce courrier est à destination de Jean-Jacques, nanana, adresse, nanana. Il se balade dans l'adresse, il va chercher toutes les boîtes aux lettres. Alors, est-ce que je vois un Jean-Jacques? Est-ce que je vois un Jean-Jacques? Et s'il le trouve, il envoie le courrier et le message est bien transmis. Si il ne trouve pas du Jean-Jacques, il va garder le courrier, il va le renvoyer soit à la source, soit essayer de refaire un passage de tri pour essayer de revoir s'il ne s'est pas trompé d'adresse, si il s'est pas trompé quelque part pour avoir l'information. Mais quoi qu'il en soit, le switch fait exactement la même chose. Il va essayer de trouver le destinataire, à savoir est-ce que le nom, le prénom, le destination, l'adresse est bien mené au bon endroit. Et si c'est au bon endroit, bah, il va enlever l'information sans même savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, un switch, c'est un postier. Voilà, et le Switch est actuellement aujourd'hui l'outil le mieux utilisé pour faire des LAN, des, pour faire des LAN, pour faire des connexions Internet, pour recevoir des informations Internet principalement, et tout ça pour le réseau informatique. Mais on a la partie hardware qui s'occupe de la partie Internet, mais votre machine, comment est-ce qu'elle reçoit les informations d'internet ou du réseau ou de quoi que ce soit. Eh bien, il s'avère que dans votre machine, vous avez un petit hardware, un petit outil qu'on avait parlé précédemment dans le sommaire, mais qu'on avait parlé vite fait. Ce sont les cartes réseau. Une carte réseau, qu'est-ce que c'est?
C'est un petit outil, vous pouvez voir plus en détail comme ça, c'est un petit outil qui est présent dans votre machine et qui va récupérer des informations, qui va se brancher soit par Ethernet, soit par Wi-Fi, et qui va recevoir toutes les informations qu'on lui envoie. Donc par exemple, si Internet vous envoie une information par votre câble Ethernet ou par n'importe quoi, par votre information jusqu'à votre routeur, jusqu'à votre carte réseau, la carte réseau, elle va retranscrire l'information, elle va ouvrir votre courrier et elle va vous afficher l'information. Par exemple, la visio qu'on a le plus simple, c'est encore une fois, on a fait une demande pour avoir un site internet, pour accéder à une page internet, et quand on fait une requête vers une page internet, la page internet va renvoyer une réponse. Et lorsqu'elle envoie une réponse, elle va passer par cette carte réseau qui va ouvrir ce courrier et qui va envoyer l'information et va dire ah bah tiens c'est pour la page internet, moi je vais l'envoyer à la page internet. Si c'était pour une application, bah, je vais donner pour l'application. Si c'était pour un affichage écran, bah, ce sera pour l'affichage écran. La carte réseau, elle, elle va principalement vous permettre de faire l'ouverture de courrier et d'envoyer les informations au bon endroit. Vraiment bien répartir toutes les informations. Et donc ça, vous avez la possibilité de faire ça soit par carte réseau Ethernet, soit par carte réseau Wi-Fi. C'est exactement la même chose, sauf le branchement est différent. Vous avez également des cartes réseau qui peuvent être à la fois Ethernet et à la fois Wi-Fi. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez utiliser plusieurs connectivités différentes, c'est à votre bon vouloir. Il est aussi possible que certains d'entre vous n'aient pas du tout de carte réseau. C'est possible. Si vous n'en avez pas besoin, c'est également possible de ne pas avoir de carte réseau, mais vous avez quand même vous avez quand même Internet, ce qui est bizarre. Et bien en fait non, parce que vous avez un autre hardware qui s'appelle la carte mère, dont je vous expliquerai un peu plus tard tous les composants informatiques. La carte mère est entre guillemets vite fait un composant qui va lier tous vos composants informatiques en une seule machine, ce qui fait que votre machine est fonctionnelle et répond bien entre elles et que la connexion se fasse bien. Et donc, votre carte mère a beaucoup de ports différents, dont notamment un port réseau qui va permettre de faire la connexion Internet sans avoir forcément besoin d'une carte réseau. Bon, par contre, à savoir que votre carte mère n'a pas la possibilité de se connecter en Wi-Fi. Donc, et il n'a que des ports RJ45. Donc, faites bien attention à cela. Là, votre carte mère ne peut se connecter à Internet que par câble RJ45, câble Ethernet, et pas par Wi-Fi. Et donc tout cela, tous ces outils, tous ces hardware, à quoi ils servent? Eh bien, tous ces outils permettent de faire des réseaux. Le premier dont voulais vous parler, c'est le réseau local, donc les LAN, comme on parlait, comme je voulais en parler tout début de l'épisode. Une LAN, c'est une connexion de plusieurs machines différentes qui vont aller dans un même switch ou même réseau pour pouvoir jouer ensemble, pouvoir se connecter ensemble et faire des jeux, faire des choses, quoi qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, ensemble. À l'époque, vu que les connexions internet étaient très très faibles et que les connexions internet pour les LAN étaient vraiment très très faibles, les LAN elles étaient principalement faites sans connexion internet. Normalement, une vraie LAN, vraiment la, le, la vraie signification d'une LAN, c'est vraiment une connexion des machines sans connexion Internet, sans aucun outil extérieur qui permettrait de toucher le réseau intérieur. C'est pour ça qu'on a souvent, normalement, dans une LAN, une connexion intramuros et vraiment rien qui vient de l'extérieur. Un réseau local vraiment que à l'intérieur. Normalement, elles sont sans connexion Internet, ce qui va dans la même idée que la connexion intramuros. Mais aujourd'hui, étant donné que Internet est beaucoup plus rentable et plus facile d'accès et beaucoup plus simple. Maintenant, les LAN ont quand même une certaine visibilité extérieure, ce qui fait en sorte que bon bah ce n'est plus les mêmes LAN, mais ça reste des LAN. Ça reste quand même une LAN. Tant que les personnes sont présentes dans un même endroit et qu'ils jouent tous ensemble, qu'ils fassent tous des choses ensemble, ça reste une LAN. Ça, on ne pourra pas perdre cette information-là.
Donc voilà, donc normalement une LAN, c'est une connexion à un seul endroit, avec pour le coup aujourd'hui une connexion internet qui part, euh, qui part tous ensemble pour jouer ensemble. Ça peut être des LAN pour le coup de League of Legends, de Fortnite, de tout n'importe quoi. Des, Aujourd'hui des jeux qui nécessitent forcément une connexion internet parce que les développeurs de jeux pour ce League of Legends ou Fortnite, ils n'ont pas donné accès à des serveurs locaux qui permettraient de ne pas avoir besoin de connexion Internet. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans l'obligation de jouer en ligne, même s'ils sont tous ensemble au même endroit. Puis, à l'inverse des réseaux locaux, il y a le réseau Ethernet ou Wi-Fi, et ça, pour le coup, c'est vraiment la connexion vers Internet. C'est ce que vous avez chez vous, c'est ce qui vous permet de regarder mon stream, c'est la connexion Internet que vous avez à la maison pour pouvoir utiliser Internet. Ça, c'est le réseau Ethernet ou Wi-Fi. C'est quasi la même chose, sauf que l'un est une connexion filaire physique. Donc, vous pouvez toucher la connexion entre les deux machines, ou vous avez une connexion sans fil Wi-Fi qui pour le coup est une connexion volatile. Donc voilà, toute l'explication, comment marche, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, c'est quoi un réseau informatique. Si ça vous a intéressé, vous pouvez étayer vos informations en voyant plusieurs aspects différents de l'informatique comme les couches réseau OSI. Donc entre guillemets, si vous voulez avoir un bref explicatif de chaque chose. La couche réseau OSI, c'est les 5 à 7 couches, 5 à 7 couches, ouais, qui régit dans les protocoles HTTP. C'est principalement l'explication de comment marche un paquet de données, qu'est-ce qu'il y a comme information dedans, quelle information elle ne nécessite pas, comment elle marche, comment ça se fait que je peux avoir Internet, comment tout ça marche tout simplement, comment Internet marche. Et principalement à l'intérieur de la couche, des couches réseau OSI, il y a le protocole TCP/IP qui lui est le protocole le plus utilisé pour la connexion Internet actuellement. Sauf contre-indication. Mais normalement, les protocoles TCP/IP, c'est vraiment les protocoles package réseau qui sont les plus utilisés en réseau informatique actuellement. Vous avez également l'adressage IP, qui est un domaine très intéressant pour savoir comment ça se fait que on peut se connecter à plusieurs machines rien que par adressage IP. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bon, chaque machine, chaque connexion à Internet a sa propre adresse IP. Et c'est ce qui vous permet d'avoir votre propre nom, prénom, adresse, etc. Comme je vous parlais de l'exemple précédent, donc Jean-Jacques, adresse, nanana, nanana, c'est son adresse IP. Et pour partir plus dans la globalité, un domaine qui peut être très très intéressant dans le réseau, c'est la sécurité réseau. Et c'est ce qui est nécessaire pour éviter normalement toute attaque informatique, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les LAN normalement, même si pour le coup pour la LAN, on va expliquer un peu plus tard, c'est plus difficile que cela. Donc voilà pour ce qu'est un réseau informatique. Et maintenant, on va partir dans un autre domaine, dans un autre cours. Bon, dommage, je ne pouvais pas le montrer, mais un autre domaine qui peut être très intéressant et qui va expliquer pourquoi ça a posé problème dans les LAN françaises, c'est les attaques DDoS. Les attaques DDoS, vous avez sûrement entendu ça, et généralement, si vous allez souvent au LAN, vous devez normalement avoir entendu ça très très souvent. Qu'est-ce qu'un DDoS? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite sur ce cours du dimanche, deuxième partie. Une attaque DDoS. Qu'est-ce qu'une attaque DDoS? Une attaque DDoS, c'est une attaque informatique faite par un hacker pour faire en sorte que un réseau ne marche plus. Ça, c'est la grosse définition. DDoS, qui en étymologie veut dire Distributed Denial of Services, ou DOS pour être beaucoup plus rapide, Denial of Services, ça a pour but de couper la connexion d'un réseau par l'inondation et empêcher la connexion vers ce réseau. En gros, je vais vous expliquer ça avec un exemple. Imaginez une route. Imaginez une route. Cette route
On a reçu des informations comme quoi, comme nous indiquant que, en fait, pour cette route, il y a en moyenne 5 à 7 voitures qui va se déplacer sur cette route. Donc pour cela, pour empêcher qu'il y ait beaucoup trop de monde et pour éviter le fait que cette route ne se trouve saturée, on va dire que cette route va potentiellement contenir 10 voitures. Donc imaginons que si cette route ne contient moins de 10 voitures, eh bien la route est fluide. Il n'y a aucun souci, la route euh, se déplace normalement, se déplace tranquillement, la route est fluide, il n'y a aucun souci. Mais ça, c'est seulement s'il y a moins de 10 voitures qui se baladent sur cette route. Et maintenant, reprenons cette route, toujours la même, toujours une route de 10 voitures, mais imaginons que ce soit l'heure de pointe, imaginons que il y a un événement au bout de l'allée, par exemple une LAN, par exemple, on ne sait jamais. Imaginez qu'il y a une LAN et que beaucoup de gens veulent aller à cette LAN et dans un événement particulier, il y ait un nombre plus supérieur à 10 voitures qui se déplacent sur cette route, eh bien, la route est saturée. Mais c'est pas de sa faute, parce que de base, dans les moyennes, la route était prévue pour seulement une moyenne de 7 voitures. Donc, la route, une route de 10 voitures était potentiellement largement suffisante pour cette route. Mais un événement particulier a fait en sorte qu'il y ait plus de 10 voitures, et donc la route est saturée. Eh bien, un DDoS, c'est ça. Un DDoS, c'est le fait que plusieurs connexions se font dans un réseau, et que le réseau n'est pas capable de, de s'occuper de ce trafic. La route est totalement saturée. Comment ça se passe? Comment un hacker va pouvoir faire un DDoS? Eh bien, euh, pour le coup, mot-clé, un hacker va récupérer des machines zombies. Des machines zombies, ça se voit un peu à l'image qu'elle donne. Une machine zombie, c'est une machine qui va avoir un rôle, un rôle minime, un rôle petit. Vraiment, il ne réfléchit pas, il va avoir qu'un seul rôle, c'est de convertir d'autres gens en tant que zombies, qui va convertir des gens à des zombies. Et tout cela, toute cette machine zombie, vont être à l'écoute d'un hacker. Un hacker ou un groupe de hackers, bien sûr. Moi je dis un hacker, mais ça peut être un groupe de hackers, ça peut être plusieurs gens, ça peut être vraiment les hackers peuvent soit être en individuel, vraiment en indépendant solitaire, soit peut être un groupe de hackers qui travaillent ensemble pour bloquer toute une organisation. Ça peut être vraiment au choix. Mais en tout cas ici, on va dire que ça va être un seul hacker, et ce hacker va avoir des machines zombies, qui vont avoir des machines zombies, qui vont avoir des machines zombies, qui vont encore avoir des machines zombies, jusqu'à en avoir des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, et qui vont tous être à son ordre. Et c'est ça c'est pour cela qu'on appelle des machines zombies, parce que bah, en fait c'est juste des mecs qui ne réfléchissent pas, qui vont convertir d'autres machines pour qu'ils soient tous à l'écoute d'un seul et même ordre, qui sera le hacker. Et donc tous ces zombies auront le taf, sous ordre du hacker, d'envoyer une requête à une seule personne pour, euh, pour, pour le saturer. Toutes ces machines, le hacker va envoyer un ordre, généralement avec un seul bouton, il va envoyer un ordre à toutes ces machines pour leur dire envoyez tous une requête à ce réseau simultanément, tous ensemble. Allez-y, tous, bataillon, attaquez. Et bien ce qui va se passer, c'est exactement ce qui s'est passé pour la route. Eh bien, la route pour des voitures, donc pour le coup le réseau qui devrait normalement n'avoir qu'un certain nombre de connexions Internet, va être surchargé de plus de connexions qu'il devrait normalement recevoir. Et là, le réseau saturé, c'est le blocage, c'est l'embouteillage, et aucune possibilité d'aller plus loin, de redemander d'autres informations. Et donc pour les jeux qui sont en ligne, pour les jeux qui utilisent Internet pour pouvoir jouer, ils ne peuvent pas recevoir l'information de ces jeux. C'est pour cela que pendant les LAN, League of Legends, Fortnite, peut-être un jour Apex, peut-être un jour n'importe quel jeu qui se joue en ligne, qui peut se jouer en LAN, au moment ils ont en permanence besoin d'une connexion internet pour que le jeu marche, eh bien si euh, les zombies ont tous envahi
des informations pour saturer le réseau. Si votre information de jeu vidéo est ici, tout derrière, eh bien, il doit forcément attendre que tout cela soit réglé avant que cette information puisse être envoyée pour le jeu. Et ça, c'est ça qui va poser du lag, du ping, des bugs, des problèmes de connexion Internet. C'est le fait qu'il doit attendre que tout cela soit réglé avant que lui puisse envoyer son information. Et sachant qu'un jeu vidéo envoie plus d'informations par seconde, eh bien déjà, il y a cette information qui est en attente, mais le temps qu'il attend, bah en fait, la deuxième information du même jeu est déjà présente en attente d'être envoyée. Et encore, et encore, et encore, et encore, ils sont tous en file d'attente. Humainement, nous on attend 3 secondes, 3-4 secondes pour avoir une seconde d'information. Le jeu vidéo, lui, il envoie une information toutes les secondes. Et donc, on reçoit l'information d'une seconde toutes les 5 secondes. Et c'est ça qui fait bugger l'Internet. C'est ça qui fait bugger toutes les LAN qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas recevoir toutes les informations nécessaires pour faire bien marcher leur connexion Internet. Et donc, c'est ça une attaque DDoS. C'est le fait de bloquer le réseau, d'envoyer trop d'informations pour que la machine ne puisse plus travailler convenablement comme elle aurait dû normalement travailler. Et donc, ce DDoS est particulièrement dangereux parce qu'il est très difficilement contrable. En fait, le DDoS ne nécessite que très peu de choses, mais à l'inverse, nécessite beaucoup de choses pour se faire contrer. En gros, n'importe qui, vous, moi, même si connaissez pas l'informatique, même si vous n'avez jamais touché vraiment à la sécurité réseau, aux attaques informatiques, vous pouvez DDoS une personne très facilement. Et d'ailleurs, pour justement pour vous aider un tout petit peu à pallier ce problème, je vais donner quand même des informations qui vous permettre de ne pas vous faire des doses, ou en tout cas très peu de chances de vous faire, enfin moins de chances de vous faire des doses. C'est des petites précautions qui peuvent être intéressantes, qui peuvent vous aider. Sachant que des doses ne nécessitent seulement que l'adresse IP, ne donnez jamais votre adresse IP à qui que ce soit. Sauf votre FAI. Bon, ça, c'est le FAI, c'est un peu particulier parce que, entre guillemets, c'est lui qui vous donne votre connexion internet. Même si en vrai, normalement, lui, il a déjà l'information, donc même lui, normalement, il vous demandera pas d'avoir l'adresse IP. Mais pour un lambda, n'importe quelle personne, ne donnez jamais votre adresse IP. Normalement, c'est pas nécessaire que la personne le sache, à part s'il a besoin de se connecter à votre machine. Et généralement, s'il a besoin de se connecter à votre machine, sauf si vous lui faites confiance, c'est difficile de donner votre adresse IP. Donc, dans la majorité des cas, ne donnez jamais votre adresse IP. Également, c'est très cher de s'en protéger. Parce que, justement, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte de pouvoir pallier les DOS? Vous savez que vous avez choisi, imaginez, donc pour le coup, vous avez choisi un réseau qui pouvait contenir 10 voitures, 10 appels réseau, 10 connexions réseau, 10 mégabits seconde. Vous recevez 50 mégabits de données en un instant. Quelle est, quelle est pour vous la première solution que vous proposeriez de régler ce problème de 50 mégabits seconde? C'est de prendre 100 mégabits seconde. Facile, c'est normal. Si vous avez plus d'emplacement, plus de capacité, eh bien, vous pourrez pallier normalement la problématique de ces 50 bits secondes. Oui, c'est une solution, sauf que c'est cher. Plus vous prenez une connexion internet, plus il revient plus cher. Sachant que même si vous prenez plus cher, vous ne savez pas combien de mégabits seconde le hacker va vous envoyer. Donc vous ne savez pas à quelle capacité vous devrez augmenter. Imaginez que vous êtes juste une petite LAN qui n'a pas beaucoup d'argent et que vous pouviez à peine vous suffire de 10 mégabits seconde, voire un peu plus, mais bon, vous utiliserez cet argent pour autre chose. Vous n'avez pas trop envie d'utiliser cet argent pour 100 mégabits seconde. Et même si vous utilisez 100 mégabits seconde, vous n'êtes pas sûr que ce sera suffisant. Parce que, ok, il aura remarqué que vous aviez contré ces 50 mégabits seconde, bah, il va récupérer d'autres machines, il va vous envoyer 150 mégabits seconde. Et donc vous devrez répondre à ça avec 200 mégabits.
et etc., etc., etc. Ça coûte cher pour lui, mais ça coûte très très cher pour vous, pour une LAN, pour votre, entre guillemets, votre notoriété, pour votre argent, pour vous qui vouliez bien faire pour faire une LAN. Bah, malheureusement, vous êtes obligé de vous utiliser votre argent pour toute la LAN, pour faire en sorte de pallier le problème de la connexion Internet. Et à savoir que si au final le hacker en a marre, ce qui est généralement assez rare, s'il en a marre, bah, vous avez payé une connexion de 500 mégabits seconde pour tous vos joueurs qui utilisent que 50 mégabits seconde ou 10 mégabits seconde. Ce qui est dommage, bah, vous avez 490 mégabits seconde qui ne servent à rien, qui consomment beaucoup d'argent, qui consomment beaucoup de bande passante et c'est pas du tout rentable. Et le problème avec tout ça, c'est que bah, le DDoS est faiblement repérable. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous ferez attaquer. Vous ne pouvez pas savoir qui va vous attaquer, comment, avec combien il va vous attaquer. Et c'est là le problème. C'est que bah, la solution possible, la seule solution qui est entre guillemets possible, c'est de élargir votre capacité réseau. Mais même ça, comme je vous disais, c'est vraiment une solution euh, vite fait, mais pas vraiment la meilleure solution, quoi. Bon, après, à l'inverse, on peut quand même se dire que le second point du DDoS, c'est que ça coûte très très cher pour l'attaquant parce que, bon, les machines zombies, il les récupère pas comme ça. C'est un très très long travail. C'est pour lui, c'est vraiment prémédité. Donc, soit il savait que vous alliez faire une LAN et donc il a préparé tous les zombies pour ce moment, soit bah il vient de l'apprendre maintenant et donc il a acheté ces machines zombies à une organisation de hackers. Ça existe, c'est très possible. Et donc, généralement, c'est très très cher pour ce genre d'attaque. Mais malheureusement, c'est pas du tout repérable. On peut pas savoir quelles machines font du DDoS et quelles machines sont des vrais gens qui veulent aller dans votre site. Parce qu'en fait, chaque machine est une machine différente. Chaque machine envoie qu'une seule information. Chaque machine n'envoie, ne fait qu'une seule requête à votre réseau. Ce qui est la même chose que pour les vraies personnes qui veulent entrer dans votre réseau. Moi, qui veux aller sur le site des LAN françaises, je vais envoyer une requête. Les zombies, pareil. Le hacker, pareil. On est tous identiques, sauf que le seul problème, c'est qu'on a tous envoyé notre requête au même moment, au même endroit. Sachez que si ce nombre de machines avait envoyé la requête à des moments différents, par exemple à 4 heures, c'est 10 machines. Imagine, je vais réexpliquer ça. Imaginez, il y a 100 machines qui veulent demander une information. Si les 100 machines envoient en même temps, demandent en même temps la même information, bah là ça va saturer. Si par contre c'est plutôt 10 machines qui vont envoyer à 14 heures, 10 machines à 15 heures, 10 machines à 16 heures, 10 machines à 17 heures, le réseau n'aurait jamais été saturé. Et donc c'est ça l'attaque des DOS, c'est que vraiment ces 100 machines attaquent toutes en même temps, mais pas par 100 personnes différentes, mais par une seule personne. Et c'est ça qu'on appelle une attaque informatique. Et c'est pour cela, pour le coup, bah, si ça vous a intéressé cette partie-là, eh bien, je vous propose d'aller voir toutes les informations comme la sécurité informatique, la sécurité réseau, c'est vraiment donc tout le domaine des attaques informatiques. Et donc, bah, pour le domaine, c'est les attaques informatiques. Si vous en connaissez pas, il y a des attaques qui sont très très connues comme le man in the middle, le spoofing, le DDoS, c'est vraiment très très connu, etc., etc. Et également, envoyer toutes les étymologies de hackers. Il n'y a pas forcément que des mauvais hackers, il y a des white hackers, il y a des grey hackers et des black hackers. Chaque hacker a sa propre philosophie de vie, sa propre vision des attaques informatiques. Même si, entre guillemets, ils vont tous faire la même chose, certains ont des visions différentes. Entre guillemets, le white hacker attaque les sites internet, mais c'est pour dénoncer ces failles à l'entreprise ou à la personne qui l'attaque pour leur dire bah, faites attention en fait si j'ai réussi à récupérer vos informations en attaquant cette faille là. Le black hacker, lui, c'est l'inverse. Il va dire à personne qu'il attaque une entreprise ou une organisation et il va utiliser cette information contre son entreprise.
Il va dire, bah, monsieur, j'ai récupéré les informations de votre client. Apparemment, il y a des informations qui sont très, très intéressantes et si vous voulez pas que ces informations soient publiées partout sur Internet, donnez-moi une rançon, donnez-moi une somme et on négocie ça. Donc vraiment, chacun des philosophies de vie différentes et même si les deux font quand même de l'attaque informatique. Et les attaques informatiques sont principalement très souvent dans la vision de l'adressage IP. Donc encore une fois, faites attention à l'adressage IP. Ne donnez pas votre adresse IP, mais essayez de comprendre comment ça marche l'adressage IP pour pouvoir comprendre comment les hackers attaquent, comment ça marche, tout ce qui est attaque attaque informatique, etc. Eh bien voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit épisode des cours du dimanche. C'était un épisode un peu plus long que d'habitude. Normalement, les épisodes vont être des épisodes de 10-20 minutes pour parler d'un seul thème. Là, pour le coup, j'ai parlé de deux thèmes, mais qui sont un peu liés les unes aux autres et qui me portaient un peu à cœur parce que c'était sur les langues françaises. Et c'est un peu dans la continuité de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et donc, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, s'il y avait des informations que vous voulez étayer. Si vous voulez qu'on discute ensemble du réseau de comment marche un réseau informatique ou des attaques DDoS, il n'y a pas de souci, je peux discuter avec vous. Je ne suis pas professionnel pour vous dire, je ne suis pas du tout professionnel, mais en tout cas, je peux discuter avec vous et l'informatique, je trouve ça un domaine très intéressant. Et voilà. Et bien voilà, c'était tout premier cours des cours du dimanche. Les cours du dimanche, c'est tous les dimanches à 14 heures où je vous apprends une nouvelle information sur tous les domaines différents, que ce soit l'informatique ou tout n'importe quoi. Eh bien, j'espère que vous avez aimé et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, salut!